La situation dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. En ce moment même, on reçoit des informations du Koweït selon lesquelles l'Iran attaquerait le Koweït avec des drones, pas avec des missiles. Et le détroit, comme vous le savez, le blocus est de retour. Le détroit est fermé. Et l'un des navires, au moins, on a des images d'un navire turc en train de couler dans le détroit d'Ormuz. Voici les images, Matt. Hmm, je n'avais pas vu cette vidéo. Oh, c'est quoi un pétrolier? C'est bien un tanker, non? Tu sais? Oui, c'est un pétrolier. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est du fret. Je ne sais pas quel type de pétrolier c'est. C'est le danger pour l'environnement, non? Exactement. Le coût ici, tu vois, les dégâts environnementaux. Enlever ces choses plus tard sera quasiment impossible. Et puis, il y a ces coûts. Mais maintenant, je suis sûr que vous savez, tous les armateurs et leurs assureurs se disent « Non, personne ne bouge, n'est-ce pas ?» J'ai entendu aujourd'hui que 13 marins indiens ont été tués ces derniers mois. À ce stade, les Américains ont frappé 8 navires et les Iraniens à peu près autant, peut-être même plus. On en arrive presque à dire que des dizaines de navires ont été touchés ces derniers mois. Donc oui, les armateurs et leurs assureurs vont dire non, non, on ne fait pas ça. Et je sais que le trafic avait augmenté. Je crois qu'il y avait 6 navires dimanche. Je ne sais pas pour lundi, mais hier, il y en avait 21. Mais maintenant, avec le blocus américain, qui sait? Qui sait combien vont réussir à passer? Et je n'ai pas vérifié le pétrole. La dernière fois que j'ai regardé, il était de nouveau au-dessus de 4,20 $ le baril. Et ça remontait régulièrement. Alors, qui sait où tout ça va mener? Je ne pense pas qu'ils le sachent eux-mêmes. Et quand je dis « ils », je parle des Américains. Je ne crois pas que les Américains sachent vraiment ce qu'ils font ici. Franchement, je ne le pense pas. Je crois que toi, moi et tous les autres qui essayons de comprendre ce qui se passe, on perd notre temps. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais on a affaire à un roi fou, un empereur fou, entouré de ses sbires. Franchement, si quelqu'un pense que Marco Rubio, J.D. Vance, Steve Witkoff ou les autres ont une idée claire de la façon d'avancer là-dedans, une idée qui ne soit pas liée à leurs propres intérêts, eh bien, j'en doute. On dirait bien que ces affrontements ne vont pas s'arrêter de sitôt. Et je sais que Donald Trump a dit que ça pourrait durer des semaines et que la semaine prochaine, ils allaient commencer à frapper les centrales électriques, les ponts et d'autres infrastructures civiles. Alors on verra si c'est vraiment le cas. Oui. Oui. J.D. Vance a encore disparu, comme vous le savez. Le gentil flic a quitté la scène. Il prépare déjà la prochaine étape de ce processus trompeur. Voici d'ailleurs ce que Donald Trump a dit à propos de cette perquisition. On frappe tout ce qu'ils ont le long de la côte, le long du front de mer. Vous savez, si on regarde le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, on a du mal à trouver où ils ont encore quelque chose. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on garde le passage ouvert. J'avais envisagé de faire payer un droit, mais à la place, ils préfèrent dépenser beaucoup d'argent aux États-Unis, ce qui franchement est mieux, parce que je n'aime pas l'idée d'un droit de passage. Il faut que ça reste libre, sinon d'autres feront la même chose. Mais je pense qu'on a fait d'énormes progrès. Donc vos objectifs, c'est de... Oui. Oui, enfin, les Américains semblent frapper assez fort dans la zone autour du détroit d'Ormuz. Ils ont aussi mené des frappes près de Téhéran, à Boucher, et même dans des régions plus à l'est de l'Iran. Mais s'ils pensent que se concentrer uniquement sur les îles et les zones côtières, juste autour du détroit d'Ormuz, va limiter la capacité des Iraniens à contrôler le passage des navires,
Ils se trompent lourdement. Ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire concrètement de contrôler le transit dans et hors du Golfe. Les Iraniens pourraient viser des navires en mer d'Arabie, ils pourraient en viser dans le Golfe d'Oman, ou tout simplement s'en prendre à tous les navires qui stationnent dans le Golfe Persique. Les Iraniens n'ont pas... Enfin, c'est pareil en fait. Aux États-Unis, on a cette obsession du contrôle du détroit d'Ormuz, comme si, littéralement, ils étaient là, tu vois, à tenir des postes de péage, comme s'ils étaient là dans leur bateau à arrêter les autres navires pour les empêcher de passer, ou comme si on était au XVIIIe siècle et qu'ils avaient tendu une énorme chaîne à travers le détroit pour le bloquer. Cette obsession du contrôle physique, alors que c'est pas ça du tout. Là, on parle d'un contrôle par le feu. Oui, l'idée, ce n'est pas le détroit en lui-même, mais la confiance des compagnies maritimes et de leurs assureurs. Est-ce qu'ils pensent pouvoir entrer et sortir du Golfe Persique sans que leur navire soit détruit? Voilà, c'est ça l'enjeu. Peu importe qu'un navire soit touché en plein milieu du détroit d'Ormuz, quelque part dans le nord du Golfe Persique ou même jusqu'en mer d'Arabie. Le sens reste le même. L'intention reste la même. Cette obsession à vouloir contrôler le détroit d'Ormuz passe à côté de ce que les Iraniens contrôlent réellement. Et ce qu'ils contrôlent, c'est la navigation. Ils contrôlent le trafic maritime et le transit dans l'ensemble du Golfe Persique. Pas seulement, vous savez, ces étroits passages. Bien sûr, c'est facile de se concentrer sur le détroit. Et bien sûr qu'il est important. Ne me faites pas dire le contraire. Mais on passe à côté de la réalité d'ensemble. Les Iraniens contrôlent le passage vers et depuis le Golfe Persique par la force du feu, et non pas en occupant physiquement le détroit d'Ormuz ou en y arrêtant les navires un par un. Il y a 2 points, Matt. Le premier, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Au lieu de parler d'un système de péage, ce qu'il évoquait, 20%, ça veut dire que certaines personnes au sein de l'administration lui ont dit « Ne dis pas ça ». Nous défendions l'idée d'aucun système de péage. Là, tu es en train de le légitimer. J'ai bien aimé la réponse d'Abbas Araghchi. Il a dit en gros, eh bien il a raison. Si ça te coûte quelque chose, tu devrais être remboursé. Mais nous, on le fera à un prix beaucoup plus juste. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on affirme que ces pays du Golfe vont investir aux États-Unis, au lieu de nous compenser pour ce que nous faisons dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire les soutenir ou garantir la libre circulation dans le détroit, il a dit qu'ils allaient investir aux États-Unis d'un côté. Et de l'autre, dans l'autre vidéo dont tu parlais, il a dit que la semaine prochaine, nous allions attaquer des centrales électriques iraniennes. Des infrastructures en Iran vont être frappées par les États-Unis. Ça veut dire qu'en retour, l'Iran va riposter, exactement comme on le voit depuis le début de la guerre. À chaque fois qu'on frappe quelque chose en Iran, ils répondent de la même manière. S'ils s'en prennent aux centrales électriques de ces pays, ou si, d'une façon ou d'une autre, ça touche les installations pétrolières ou énergétiques, peut-être même les usines de dessalement, ce sera énorme pour ces pays. Dans ces conditions, comment vont-ils pouvoir investir aux États-Unis avec de telles difficultés? Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront tout simplement pas. Je veux dire, comment pourraient-ils investir quelque part s'ils n'ont aucun revenu? Comment pourraient-ils investir s'ils doivent retirer de l'argent de leurs placements actuels, de leurs avoirs existants, pour soutenir leurs économies en difficulté? On a déjà vu ça à l'époque. En avril, les Émiratis seraient allés voir le département du Trésor américain en disant « Écoutez, il nous faut un échange de devises. En gros, il nous faut un plan de sauvetage. Vous devez nous accorder, comme vous l'avez fait pour la Malaisie et l'Argentine,
un swap de devises de 20 milliards de dollars. Sinon, on va se retrouver dans une situation vraiment, vraiment compliquée. Donc non, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, c'est pas seulement une question d'investissement venant du reste du monde, ni même des pays du CCG. C'est toute l'économie mondiale qui est concernée. Il n'y aura plus d'investissement de nulle part. Si on revient à une situation de guerre, comme on en parle en ce moment, avec ces attaques contre les infrastructures énergétiques et d'autres infrastructures civiles, la destruction des installations des pays du Golfe par les Iraniens semble presque inévitable. C'est d'ailleurs ce que les Iraniens ont dit qu'ils feraient. Et on les a vus, pendant les campagnes de mars et d'avril, montrer qu'ils en avaient la capacité. Mener ce genre d'attaque, viser avec précision, savoir exactement où frapper, pour par exemple arrêter la production de gaz naturel au Qatar, le plus grand producteur mondial de gaz naturel, ou peut-être le deuxième, voire le troisième après les Russes. Oui, enfin bref, peu importe. Les Qataris produisent un cinquième du gaz naturel mondial, et les Iraniens ont réussi à bloquer un cinquième de cette production pendant 4 à 5 ans à cause de leurs attaques contre les infrastructures qataries. Donc oui, ce n'est pas seulement une question de pays du Golfe qui n'investissent plus aux États-Unis. C'est une question de tout le monde, en fait, parce qu'on va entrer dans une dépression mondiale. Et dans ce contexte, personne ne mettra son argent ailleurs que chez soi. C'est simplement la réalité de ce qui nous attend. Et vous avez... Où est-ce que c'était? Il y a quelques mois, les signes montraient que la majorité des family office, vous savez, ces sociétés d'investissement qui gèrent les fortunes des plus riches, souvent à l'étranger, n'allaient pas investir aux États-Unis. Il y avait des inquiétudes, bien sûr, à cause de ce gouvernement, de son chaos, de son incertitude, de son imprévisibilité, mais aussi à cause d'une crise obligataire qui se profilait aux États-Unis, de problèmes structurels plus larges dans l'économie américaine, et de la conviction que tout cela finirait par affaiblir le dollar. Que quelle que soit la force que le dollar a pu garder depuis 1 an environ, il ne pourra pas la maintenir encore longtemps. Je pense que ce n'est pas seulement une question, Nima, comme tu le disais, de ces États qui ne mettent pas d'argent là-dedans. C'est quelque chose dont Donald Trump se vante tout le temps. Il se vante d'avoir 17 ou 19 000 milliards de dollars d'investissements étrangers aux États-Unis. À mon avis, ces chiffres sont largement exagérés. Mais tu sais, si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'investissement nulle part, parce que le monde se dirigera vers une dépression mondiale si les infrastructures énergétiques du Golfe sont détruites. En parlant du coût de la guerre jusqu'à présent, on se base sur ce que le Pentagone a rapporté. Officiellement, il estime que la guerre coûte environ 30 milliards de dollars. Mais selon les estimations internes du gouvernement américain, on parle plutôt d'un coût compris entre 80 et 100 milliards. C'est ce qu'a rapporté NBC News, Matt. Et quand il parle de compensation, en réalité, il demande à tous ces pays du Golfe de payer cette facture. Oui, c'est ça. Vous savez, cette idée remonte à plusieurs décennies. Cette idée aux États-Unis, portée par des responsables politiques, selon laquelle nos guerres seraient financées par d'autres. Il y a d'ailleurs une part de vérité dans le cas de la guerre d'Irak, la première, la guerre du Golfe, où les États du Golfe ont effectivement contribué de manière importante. Je ne sais pas si elle a été entièrement financée, comme l'affirmait l'administration de George H.W. Bush, mais au moins, il y a eu un effort dans ce sens. Et puis, bien sûr, il y a la réalité de la guerre d'Irak.
cette conviction que cette guerre se financerait toute seule, que les coûts seraient minimes au départ, mais qu'elle finirait par s'autofinancer. Évidemment, ça ne s'est jamais produit. Et donc, vous savez, même quand Donald Trump s'est présenté à l'élection de 2016, il disait qu'il allait faire payer le gouvernement mexicain pour le mur qu'il voulait construire à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bon, ça, évidemment, ça s'est pas produit. En fait, il y a toujours cette idée un peu fantaisiste. Cette idée qu'on va faire payer les autres, que ce soit d'autres pays ou que la guerre finira par se financer toute seule. Voilà. Et maintenant, peut-être que cette idée revient quand Donald Trump dit que ce ne sera pas une taxe de 20% pour que les États-Unis deviennent, comme il l'a dit, les anges gardiens du détroit d'Ormuz, mais qu'il y aurait plutôt des accords commerciaux qui viendraient compenser les frais pour les Américains. Oui, enfin, cette idée selon laquelle les États-Unis feraient tout à leur place, qu'ils ne seraient pas reconnaissants et qu'ils devraient nous payer. Parce que vous voyez, ça rejoint aussi, on peut élargir la discussion à l'OTAN. Donald Trump est obsédé par ce sujet. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient uniquement de Donald Trump. Si on remonte à l'administration de Barack Obama disait déjà que l'OTAN ne faisait pas sa part. Je ne pense pas que ce soit exactement ces mots, mais en gros, il expliquait que les pays européens devaient payer davantage pour leur défense collective, qu'ils devaient contribuer plus qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, et que les États-Unis, eux, n'allaient plus contribuer autant. Et c'est vrai qu'on a vu une réduction des forces en Europe pendant les années Obama. Et tout ça, en partie, c'était à cause des guerres en Irak, en Afghanistan et bien sûr contre l'État islamique. Mais il y avait aussi cette idée, cette espèce de fantasme persistant du pivot vers l'Asie et de la confrontation avec la Chine. Du coup, les États-Unis ne peuvent pas continuer à dépenser de l'argent au Moyen-Orient, ni en Europe, parce qu'on dit qu'il faut garder cet argent pour se concentrer sur la Chine. C'est une idée très fantaisiste, qu'on ressort pour justifier la guerre, pour faire croire qu'elle ne sera pas si grave, ou même qu'on pourrait en tirer profit. Et vous savez, à Washington, tout le monde semble s'en servir pour justifier sa propre guerre. Il a dit que les pays du Golfe voulaient que je sois présent dans le Golfe Persique, à condition qu'ils payent pour la guerre. Et cette guerre-là, je ne sais pas quelle est la perception dans la plupart de ces pays du Golfe, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas assez stupides pour croire qu'ils peuvent vaincre l'Iran avec ce genre d'attaque. Vous savez, ces représailles, frapper une cible ici ou là, ça peut durer éternellement. Vous n'obtiendrez aucun résultat avec ce type d'action. Donc, ça veut dire que tant que les États-Unis resteront là-bas, c'est vous qui allez payer pour ça. Alors oui, on a aussi entendu ces derniers mois pas mal de rumeurs, de chuchotements, de petits bruits de couloir, si on veut, à propos de ces États du Golfe qui voudraient se rapprocher des Iraniens. Ils voudraient, une fois tout ça terminé, s'installer dans une nouvelle relation avec eux. On a d'ailleurs vu l'établissement de relations entre les Saoudiens et les Iraniens. C'était quoi, 2022, 2023? Donc il y a déjà une base pour ça. Et puis, ces derniers mois, on a vu des informations sur les Qataris et les Émiratis qui auraient conclu des accords séparés avec les Iraniens, peut-être même en leur versant de l'argent pour éviter d'être pris pour cible. C'est, disons, l'une des théories les plus répandues en ce moment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu as tout à fait raison. Où est-ce que tout ça mène et où pensent-ils que ça va aller? Ils ne peuvent pas croire une seconde que leurs contributions vont faire pencher la balance. Ils ne peuvent pas croire non plus que leur participation à cette guerre, avec leur capacité limitée à mener des frappes en Iran, va changer quoi que ce soit.
ni que ça va forcer l'Iran à capituler. Et puis, il y a la logique même de ce qui se trouve en face. L'Iran ne va nulle part. Je veux dire, soit on travaille à avoir un Iran avec lequel on peut s'associer, commercer, entretenir des relations raisonnables, soit on continue à servir les intérêts des États-Unis, mais avec quoi, au juste? L'espoir que l'Iran s'effondre, l'espoir que l'Iran devienne un État en faillite. C'est à ça que vous contribuez. C'est ce que vous essayez d'obtenir ici. Parce que franchement, dans une logique d'intérêt propre, ce serait une catastrophe absolue. L'idée qu'un pays de 90 à 92 millions d'habitants s'effondre juste à côté de chez vous. Pourquoi un dirigeant sensé, pourquoi un gouvernement rationnel accepterait-il une chose pareille? Donc, à mon avis, certaines de leurs attaques sont purement symboliques. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Vous voyez, ils nous frappent, on doit riposter. Oui, ça je peux le comprendre. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée qu'ils subissent des pressions de la part des Américains pour participer, en plus du fait que les États-Unis et ces pays arabes du Golfe entretiennent depuis très longtemps des partenariats étroits, n'est-ce pas? Ces États sont, depuis pas mal de temps déjà, des vassaux de l'Empire américain. Et donc ces relations, qu'elles soient personnelles ou institutionnelles, dans les services de sécurité ou au sein des gouvernements, les amènent, selon moi, à faire ce qui sert le mieux les intérêts de l'Empire américain. Parce que ce sont justement ces intérêts-là qui les ont conduits aux positions qu'ils occupent aujourd'hui, non? Donc oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de ça qui persiste. Mais franchement, quand on regarde tout ça, on ne peut que secouer la tête et se demander, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?